Elle est spécialement venue de Paris. Alors, nous remercions Mazars, le cabinet international d'expertise, d'avoir été un sponsor, l'un de nos sponsors premiers dans ce forum-là. Et je vais céder la parole à Mariam Rchin, la directrice de Mazars, pour présenter, elle n'est plus à présenter, Madame Ouazeni, Madame Souad Louazeni. Donc, Mariam, je vous donne la possibilité de la présenter. Merci d'avoir été avec nous dans ce forum-là, Mariam. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, chères toutes, chers tous. Mariam Rchin, directrice de la BU Conseil RSE et ESG Mazars Tunisie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous pour débattre un sujet d'une si grande importance et envergure qui est le développement durable, et en l'occurrence la RSE. C'est un sujet qui ne manque pas de susciter certaines curiosités, appréhensions ou encore des pressions, que vous soyez régulateur, investisseur ou encore dirigeant. Chez Mazars, nous sommes convaincus que le développement durable est aujourd'hui le fil conducteur des stratégies à 20 ans des organisations, ce qui impulse la transformation du modèle économique des entreprises. Nous sommes de ce fait également convaincus que cela transforme en profondeur notre façon d'accompagner les organisations pour soutenir leur transition vers des modèles en fait, qui devraient être durables, circulaires et responsables. Avec un contexte de plus en plus exigeant, de nouvelles règles de déclaration adoptées par le Parlement européen, la taxe carbone aux frontières et les nouvelles exigences de décarbonation, nous pensons que l'entreprise tunisienne doit identifier les challenges majeurs et se positionner par rapport aux trajectoires de décarbonation. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Souad Louazeni, qui va nous présenter l'essentiel des détails par rapport à ce sujet. Souad, avec qui nous travaillons étroitement pour le développement de cette ligne de service à Mazars en Tunisie. Elle a le lead sur la ligne de service Sustainability à Mazars Paris. Elle est spécialiste de la RSE, maintenant ça fait plus de 17 ans d'expérience dans la fourniture de services de conseils en développement durable. Elle assiste les institutions financières, les multinationales dans la conception et la mise en œuvre de stratégies ESG, de plans d'action, à mener des projets de transformation ESG couvrant des domaines très variés tels que le changement climatique, les trajectoires de décarbonation, l'optimisation de la consommation des ressources naturelles, la gestion et le recyclage des déchets aussi, les performances RH, l'impact social. Voilà, donc notre objectif en fait aujourd'hui à travers cette intervention, c'est de présenter l'impact de ce nouveau contexte, ces nouvelles réglementations par rapport à l'entreprise tunisienne, et vous accompagner à prendre les actions nécessaires et gérer efficacement et surtout, je dirais, à temps ces enjeux majeurs. Souad. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maître de cérémonie, pour la pression amicale. C'est une bonne pression. Merci, voilà, vous allez bien carburer, là, mademoiselle. Pour la présentation, j'espère ne pas vous décevoir après une introduction comme ça. Je voudrais commencer par vous dire, monsieur Saïden, que vous avez été entendu, puisqu'effectivement, aujourd'hui, il se passe une accélération majeure impulsée par les législateurs, notamment le législateur européen, qui va dans le sens de votre dernière citation, à savoir si on veut financer la transition écologique, il faut que la finance change. Et donc il y a un cadre, il y a une accélération depuis 2-3 ans qui vient renforcer les exigences en matière de décarbonation et de mise en place de trajectoires de décarbonation et qui va impacter tous les marchés qui exportent vers l'Europe, puisque l'Europe est à la pointe de cette accélération réglementaire, mais aussi les États-Unis qui ont commencé à mettre en place un certain nombre d'actions et d'autres géographies. Ce qui est en train de se passer, c'est que le législateur, il constate que face à l'urgence des défis, et notamment du défi climatique, il faut effectivement pouvoir faire en sorte que les financements soient orientés, redirigés vers les activités soit durables, soit les activités de transition. Tout ce qui peut pousser, tout ce qui peut aider à décarboner, puisque là, moi, je concentre mon intervention vraiment sur la question de l'empreinte carbone et du changement climatique, qui est une dimension importante dans toutes les démarches RSE. Et donc,
Pour orienter les financements, il y a deux possibilités. Vous pouvez effectivement, et monsieur le gouverneur de la Banque centrale l'a très bien expliqué, vous pouvez libérer des financements, les financements verts, et il y en a beaucoup, il y a plusieurs milliards, et il y a un enjeu qui est beaucoup discuté dans les différentes COP, que ça ne va pas assez vite, justement, ces financements ne sont pas débloqués assez rapidement, ils ne vont pas forcément assez vite vers les pays émergents, où on a vraiment, c'est là où il y a le plus de besoin d'aller vers les acteurs économiques dans ces pays-là pour pouvoir financer, les aider à se décarboner. Mais vous avez aussi une autre option qui est celle qui a été retenue en plus de la mise à disposition de financement vert, qui est de mettre en place des réglementations qui incitent les acteurs financiers, et les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, à, quand ils ont le choix entre j'assure, je finance, j'investis, d'aller vers là où c'est le plus performant, là où il y a le plus de décarbonation. Et c'est ce qui a été mis en place depuis 2 ans. Il y a des réglementations en Europe qui incitent les acteurs financiers à pouvoir en fait orienter leur financement et leurs activités vers les activités durables, vers les acteurs de transition. Il y a le deuxième constat du législateur, ça a été de dire, donc, une fois que, si je veux accélérer, effectivement, il faut que j'oriente les financements, mais il faut que je puisse compter, il faut que je puisse mesurer, il faut que je puisse savoir où je vais. Et donc, pour ça, il faut que je mette en place un langage commun pour que toutes les entreprises calculent de la même manière. Aujourd'hui, on a des normes financières, on a des normes comptables, on a même des normes financières internationales. Tout le monde parle le même langage. En ce qui concerne les performances environnementales, sociales et de gouvernance, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a un deuxième effet qui est en train de se mettre en place en Europe, mais aussi aux États-Unis et au niveau du board IFRS, donc les normes comptables internationales, qui est de mettre en place des normes, des standards de mesure de l'empreinte carbone et des normes qui demandent à ce que les entreprises puissent, une fois qu'elles ont mesuré leur empreinte carbone, puissent mettre en place une trajectoire de décarbonation qui leur permette de contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux de décarbonation. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer au niveau international, au niveau du cadre. Ça vous impacte, ça impacte les acteurs économiques tunisiens. Pourquoi? Enfin, de quelle manière? De plusieurs manières. D'abord, comme je l'ai dit, ça incite les investisseurs, les financiers, les banques, les grands assureurs à rentrer dans un dialogue et dans une analyse de OK, quelle est mon empreinte carbone qui est liée aux investissements que je fais, aux entreprises que j'assure, aux entreprises que je finance. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des leaders de l'assurance qui sont en train de mesurer cette empreinte et de réfléchir à comment demain je fais pour accompagner mes clients et ceux qui, à se décarboner, et qu'est-ce que je fais avec ceux qui ne voudront pas se décarboner. Donc vous voyez un peu là où je veux en venir. Ça veut dire que l'accès au financement devient un sujet dans lequel votre performance environnementale et notamment votre empreinte carbone, ça devient un sujet qui est regardé par vos partenaires financiers. Ça, c'est très vrai pour les acteurs européens, mais de la même manière qu'en Europe, il y a le cadre qui est là et qui se durcit, le gendarme américain est en train a sorti des drafts de réglementation qui vont dans le même sens de ce que l'Europe est en train de mettre en place sur la partie climat. Donc ça va vraiment faire tache d'huile. Et donc effectivement, à un moment ou à un autre, pour des questions d'accès au financement, si vous travaillez avec des partenaires financiers internationaux, rentrera dans la discussion la question de la décarbonation. La deuxième, au niveau des acteurs financiers, qu'est-ce qui est aussi en train de se passer? C'est que, et ça a été très très bien expliqué par vous, Monsieur Olfray, c'est qu'effectivement, il y a quand même toutes ces questions, la décarbonation, ça a un coût financier majeur pour l'économie, ça a un coût social, ça a un coût politique. Et donc, quand vous êtes un investisseur, que vous soyez un fonds d'investissement, un gestionnaire d'actifs, une banque, une assurance, quand vous investissez, vous avez besoin de vous assurer que vos investissements vont être rentables. Si vous investissez sur une entreprise qui, soit n'a pas correctement mesuré quels vont être les effets du changement climatique sur ses installations industrielles et se retrouve peut-être dans 5 ans
à être dans une zone à stress hydrique, alors qu'elle a un process industriel qui est très très dépendant de la ressource hydrique, ou alors elle se retrouve dans moins de 10 ans à être complètement hors marché parce qu'elle a des produits et services très carbonés alors qu'en fait le marché n'en veut plus, votre investissement n'est plus rentable. Donc les investisseurs, en plus de la réglementation qui est en train de se structurer, avaient déjà anticipé tout ça et bien avant la réglementation, ils avaient commencé à intégrer ces critères-là dans leurs décisions d'investissement et leurs décisions de financement. Donc, premier niveau où vous pourriez être concerné effectivement par ces questions de décarbonation, c'est dans vos interactions avec vos partenaires financiers. L'autre niveau, qui est peut-être le plus parlant pour peut-être là où vous êtes déjà concerné et vous le vivez peut-être déjà, c'est avec vos clients, avec vos donneurs d'ordre. Comme je vous l'ai dit, le législateur, dans ses constats, le premier, ça a été de dire il faut que j'accélère l'orientation des financements vers les activités durables. Et le deuxième, c'est que je dois mettre en place des normes, des langages pour que tout le monde mesure son empreinte. Et je dois inciter très fortement les entreprises à se décarboner. Quand vous regardez l'empreinte carbone de vos clients, et ça c'est vrai tout secteur confondu. Il faut savoir qu'une empreinte carbone, elle est constituée d'une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte directe. Sans rentrer dans les jargons techniques, l'empreinte directe, c'est l'empreinte qui est liée à vos propres processus à vous, à vos activités. Vous avez des chaudières, vous avez des flottes de véhicules, vous générez des émissions directement liées à vos activités, à vos opérations. Mais vous avez aussi une empreinte indirecte qui, elle, est liée à vos achats. Vous achetez des produits qui sont produits par d'autres, qui consomment parce qu'ils ont des chaudières, ils ont des véhicules, ils génèrent des émissions et ça rentre dans votre empreinte indirecte. Vous vendez vous-même des produits et services. Ces produits et services, quand ils sont utilisés, génèrent des émissions. Par exemple, je prends le cas d'un producteur de voitures ou un acteur qui met sur le marché des voitures, un importateur de voitures. La voiture, quand elle est utilisée, elle émet des émissions. Ça rentre dans son empreinte indirecte. Et en fait, l'empreinte indirecte, c'est l'écrasante partie de votre empreinte carbone, de celle de vos clients surtout, de la vôtre et de celle de vos clients. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vos émissions deviennent le problème de vos clients, sur qui, rappelons-le, commencent à peser des réglementations assez contraignantes, leur demandant de se décarboner. Et donc, de nouveau, il y a un dialogue qui se met en place entre donneurs d'ordre et fournisseurs sur je vous achète un tube en plastique ou je vous achète un produit agroalimentaire ou je vous achète un produit quelconque. Quelle est l'empreinte carbone de ce produit? Parce que moi, j'ai besoin déjà de la calculer, de l'intégrer dans mon empreinte, et puis ensuite, j'ai besoin de décarboner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour décarboner? Ça, c'est vraiment le deuxième niveau où vous pourriez être concerné et qui vous permet d'être enfin, ou peut-être vous êtes déjà dans des dialogues. Une fois qu'on a dit ça, ce sur quoi j'ai envie d'insister aussi, et je serai assez brève comme on a pris beaucoup de retard, c'est de dire que là, je vous présente les choses sous l'angle de la contrainte, de ce qui change, de ce que vont vous demander vos partenaires financiers, vos clients, le législateur. Il y a aussi des opportunités. Il y a des opportunités. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé de taxe carbone. Il y a effectivement en Europe un mécanisme qu'on appelle communément la taxe carbone, qui est en réalité le mécanisme d'ajustement aux frontières, parce que la logique de l'Europe, c'est de dire je ne veux pas importer d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, voilà, je dois me décarboner. Eh bien, ça peut être perçu comme effectivement une contrainte, mais c'est aussi une possibilité, une façon pour vous de pouvoir pénétrer ces marchés-là. Quand vous travaillez sur votre décarbonation, quand vous travaillez sur votre empreinte directe, vous travaillez sur vos consommations d'énergie, vous travaillez sur vos consommations de fuel, tout ça, ce sont des économies qui peuvent être très, très impactantes pour vous. Quand vous... pareil, si vous allez jusqu'à décarboner vos produits, c'est des parts de marché que vous gagnez. Effectivement, il y a tous ces financements qui sont libérés. Donc, là, ce qui est important, c'est de voir ces questions de décarbonation comme, bien sûr, un sujet sur lequel, en fait, pour lequel il y a un vrai changement de paradigme au niveau international. On est dans un cadre qui se renforce et ça va impacter tous les marchés qui veulent exporter.
mais c'est aussi une vraie opportunité de se transformer, d'être performant. Et c'est, je dirais, et ça a été beaucoup dit sur ce panel, c'est tout simplement une question de pérennité. Est-ce que demain, vous continuez à être pertinent, rentable dans le monde bas carbone qui est en train de se dessiner? Parce qu'on n'y va peut-être pas assez rapidement, mais on s'oriente vers un monde bas carbone. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Souad Ouazzeni. Merci à Mazar également de nous avoir donné la possibilité d'écouter cette pertinente intervention. Finalement, Madame Ouazzeni, la pression a bien payé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était une matinée, une partie de la matinée très consistante. Je vais vous inviter donc à vous rafraîchir lors d'une pause café, à visiter les stands également qui sont là pour vous également, pour voir toutes les solutions en relation avec la thématique. Et puis, on reviendra avec un autre panel programmé ce matin, économie circulaire et responsabilité environnementale. Merci et à tout à l'heure.